Ouais. Certains qui m'ont déjà croisé à l'occasion de l'association Rayon Vert que j'avais montée il y a un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai changé de casquette en ouvrant une belle boutique à Châtenay-Malabry qui a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Donc on a un énorme succès, on a trouvé notre public vraiment vite, que ce soit à l'atelier, mais ça c'était facile parce que je venais aussi avec un carnet d'adresses. On a réparé en 3 mois d'activité plein 240 vélos. Et on a trouvé aussi notre clientèle avec plein de gens qui souhaitent s'équiper, des clients cyclistes qui vont pédaler, des clients un peu moins cyclistes, un peu plus électrisés, mais toujours cyclistes et qui connaissent les mêmes difficultés avec les aménagements. Et donc on a très bien démarré à la fois sur la partie atelier, sur la partie vente, avec cette boutique cyclable à Châtenay-Malabry à 2 pas de la coulée verte. Et peut-être juste avant de commencer un peu pour que ceux qui ne te connaissent pas encore, pour te connaître un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a prédestiné au vélo par exemple? Alors moi je suis cycliste depuis toujours, mais j'étais un cycliste sportif qui faisait des boucles avec son vélo, qu'il ne posait jamais parce qu'il avait très peur de se le faire piquer. D'accord. Et c'est en fait après une carrière d'ingénieur commercial pendant 20 ans, où j'ai pas eu envie finalement de former d'autres commerciaux, mais que je me suis dit je vais plutôt essayer de former des gens qui ont des valeurs plus en commun avec celles que je partageais, que j'ai été chercher Arpège à Clamart et le Rayon Vert pour former des mécaniciens. Donc Rayon Vert c'est un atelier de mécanique qui est un chantier d'insertion où on va réinsérer des personnes qui ont connu un accident de la vie quel qu'il soit, des jeunes et des moins jeunes. Dans ma première équipe, il y a maintenant de ça presque 5 ans, j'avais 6 mécaniciens. Le plus jeune avait une vingtaine d'années, le plus âgé 59. Il a fait ses 60 ans chez moi et on l'a accompagné jusqu'à la retraite. Quelqu'un qui avait donc pour le coup travaillé dans différents domaines d'activité et qui avait du mal à repartir et de cotiser sur ces dernières années. Donc Rayon Vert c'est un magnifique projet qui continue à vivre depuis mon départ. L'équipe j'ai recruté moi dans mon équipe maintenant cyclable un de mes anciens mécaniciens Rayon Vert. Donc mon bras droit mécanique c'est quelqu'un qui est issu de ma formation Rayon Vert et qui est pour le coup vraiment un bon mécanicien et voilà. Et cet atelier Rayon Vert, j'y suis allé une fois. Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de me faire réparer le vélo, mais comment ça fonctionne Alors c'est une association on a une adhésion qui est annuelle, qui est vraiment pas très chère. On adhère pour 25 € en moyenne, 25-30 €, soit à titre individuel, soit pour toute une famille. Et on va venir participer à la réparation de son vélo. Et donc pour le coup, les mécaniciens que moi ou mon successeur vont avoir formés vont être les professeurs l'espace d'une séance de mécanique qui a lieu le mercredi après-midi, le vendredi après-midi ou une fois sur 2 le samedi matin. Et là, les gens viennent avec leur vélo, leurs petits soucis du quotidien en disant mes freins freinent plus comme avant, mes vitesses craquent, conseillez-moi, je vais partir pour un projet de voyage à vélo, je veux être plus autonome. Et les mécaniciens qui, à longueur de journée, rénovent des vélos qui sont issus de donations, vont devenir professeurs, vont accompagner ce cycliste dans la remise à niveau de son vélo. Et les connaissances, ça vient initialement de toi? C'est toi qui les formes ou c'est eux qui se forment entre eux? Alors c'était moi qui ai été responsable de l'atelier Rayon Vert. Donc depuis le mois d'avril, j'ai été remplacé. Mais effectivement, c'était moi qui formais les mécaniciens à la rénovation de vélos. Donc les cours, on avait différents types de profils de personnes, donc des gens qui pouvaient avoir travaillé déjà dans le vélo, d'autres qui n'avaient aucune compétence particulière dans le vélo, mais une certaine appétence pour cet environnement et ce milieu-là, et qui allaient apprendre sur le tas. En fonction des niveaux de chacun, mais en fait on ne faisait pas du cours théorique, mais du cours pratique. Et donc c'était les donations des particuliers qui se débarrassaient de leurs anciens vélos, qui servaient de matière première. On a reçu en moyenne 300 vélos par an en donation au Rayon Vert. Ces 300 vélos, c'était un vieux vélo course de 40 ans comme celui que je roule, qui est une magnifique pièce de collection, un Jacques Anquetil avec des super tubes français. C'est aussi des vélos à essence électrique en très bon état, sauf une batterie qui aurait besoin d'être reconditionnée pour repartir. Donc c'est tous ces vélos-là qui, plutôt que de partir à la poubelle, sont donnés à l'association Rayon Vert et qui servent de base
à une rénovation. Une rénovation, c'est vraiment en fait un vélo qui va être démonté entièrement par un mécanicien et remonté par le même mécanicien. Et toutes les pièces d'usure et tous les réglages sont refaits par cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on leur apprenait le métier de la mécanique vélo. Et comment tu trouves ces vélos c'est ces 300 vélos par an? Alors, il y avait beaucoup de dons spontanés de personnes. Des personnes qui n'avaient pas envie de sortir le vélo sur le trottoir ou de l'emmener à la déchetterie. Donc ça, beaucoup de dons spontanés. Ils connaissent déjà Rayon Vert. Oui. Les articles dans les journaux de ville ont beaucoup servi. On a eu quelques articles de presse aussi dans le Parisien. J'ai été interviewé par monsieur aussi. Donc tous les événements ont fait qu'effectivement on a parlé du Rayon Vert. On avait gagné des prix aussi. Et donc toute cette publicité autour de l'atelier Rayon Vert a apporté du monde. Le bouche-oreille marche aussi très très bien. Parce qu'effectivement cette association, pour le coup, ça permet d'entretenir son vélo aussi à moindre coût, puisque l'idée c'est de participer à la mécanique, donc il n'y avait pas de coût de main d'œuvre, chose qu'aujourd'hui on a dans une boutique comme la mienne. Donc effectivement ça permettait à tout à chacun de faire vivre son vélo plus longtemps. Et cette interview dont tu parles, est-ce que c'est cette interview de France Bleu de 2015? C'est ça. Alors je l'ai écouté, merci à Abel de l'avoir. J'avais parlé un peu vite. Ça m'a permis d'écouter ça. Oui. Et dans cette interview, tu parles aussi de la façon propre de travailler. Tu voulais travailler proprement. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ça? Parce que c'est vrai que pour moi, un atelier, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, j'aime pas la mécanique. C'est très sale pour les mains, il y a beaucoup d'huile et tout ça. Alors comment faire ça proprement? Alors, Rayon Vert avait investi dans ce qu'on appelle une fontaine biologique. C'est une machine qu'on utilise en circuit fermé, qui fonctionne avec à peu près 100 litres d'une solution aqueuse qui va être chauffée en continu et dans laquelle viennent se développer des bactéries qui vont se nourrir des graisses qu'on va nettoyer. Donc, Stein, quand tu viens avec ton vélo au Rayon Vert, si tu as besoin de nettoyer tes pièces, ça va nourrir des bactéries qui vont recycler la solution et qui vont permettre de travailler du coup proprement sans avoir d'essence, sans avoir de solvant, sans solvant. Voilà. Ça marche très très bien. Ça nourrit des petites bêtes. Voilà. Ouais, alors que moi je dirais que c'est plutôt le contraire de la vie, mais c'est waouh. Donc l'avantage c'était que ça permettait aussi de travailler d'une façon sécure pour la santé des personnes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément, on avait des locaux qui étaient mis à disposition par la ville de Clamart. C'était des conditions sine qua non de l'existence même de l'atelier. On n'aurait pas trouvé un modèle qui aurait été viable dans le temps si on n'avait pas eu des locaux mis à disposition. Et pour le coup, c'était des locaux, c'était les anciens bains-douches qui ont eu après une vie associative, qu'on a utilisés, transformés en atelier. Donc on n'avait pas forcément des locaux qui étaient industriels, qui étaient ventilés, qui étaient équipés. Et pour le coup, cette fontaine biologique permettait à mes mécaniciens de travailler dans de bonnes conditions, de ne pas respirer des solvants, de ne pas travailler avec des produits toxiques. Et pour les adhérents, c'était la même chose. C'est très joli, une fontaine biologique. Voilà. On a tous envie d'être autour d'une fontaine biologique. Alors, voilà. Ça c'est presque l'arbre de vie, quoi. C'est vrai que ça c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, c'est quand même quelque chose qui vient se salir, qui est un peu ragoûtant dans certains cas, parce qu'effectivement, il faut que les bactéries aient le temps de digérer ces graisses. Et pour le coup, on dissout en fait plein de graisse parce que la graisse se dissout dans la graisse. Donc c'est une solution qui au départ, quand elle est neuve, est bleu azur et qui au fur et à mesure devient plutôt marron, un marron un peu douteux. Mais par contre, les pièces ressortent très vite, très très propres. Et effectivement, c'est un produit qui marche très très bien. Super. J'avais en écoutant cette émission aussi, tu parles de l'idée de faire des partenariats avec des entreprises développées. Oui. Est-ce que tu as réussi à faire ça ou est-ce que ça... J'ai effectivement réussi à faire ça. L'idée pour moi, c'était, on avait plusieurs métiers au Rayon Vert. On avait le recyclage des vélos qui venaient des donations. La rénovation de ces vélos-là servait à deux choses. Un, de support de course, c'est ce que je vous disais, pour former les mécaniciens. Deux, ça permettait pour le coup de vendre des vélos entièrement rénovés, donc d'avoir une source de revenus avec la vente de ces vélos-là. La deuxième activité qui était aussi source d'un certain type de revenus, c'était les séances de mécanique
partagé avec les adhérents, donc les gens qui venaient avec leur propre vélo, leurs propres soucis sur les séances de partage des mercredis après-midi, vendredi après-midi, samedi matin. Donc ça, c'est une deuxième source de revenus. Et le cran d'après, c'était de se confronter à la vie économique réelle et du coup d'emmener les mécaniciens en situation d'avoir un contrat avec des obligations de résultat, avec des entreprises, avec des clients qui ont des deadlines, qui ont des impératifs. Et on a réussi par exemple à faire des animations avec différents types de villes, avec des bourses à vélo, avec Malakoff, avec ici les Moulineaux, mais aussi travailler avec des grands groupes comme Orange, avec le site de recherche qui se trouve à Châtillon, Orange Gardens, et également les sièges sociaux d'Orange dans le 15e arrondissement, où là, on allait une fois par mois entretenir la flotte des vélos des salariés. Et là, on se retrouvait à monter une équipe rayon vert dans l'entreprise. On réceptionnait le matin les vélos des salariés avec l'obligation de les restituer le soir. Ah oui, super. Donc là, c'était vraiment une équipe que je montais avec 5-6 mécaniciens et on faisait 20-30 vélos jour. Entièrement réparés. Alors pour certains cas c'était des réglages, dans d'autres cas c'était des révisions complètes ou voire des réparations assez poussées qui nous obligeaient... Pardon ? Alors non, c'était sur la journée. Sur la journée. Donc par exemple Orange Garden, c'était le 3e jeudi du mois. On était sur le site de Châtillon et on avait 25 vélos qui arrivaient dans la matinée. Et les gens nous décrivaient les pannes ou les soucis qu'ils avaient, et dans la journée, les vélos étaient remis en état. Donc il fallait effectivement que la personne, quand elle allait quitter son travail, elle nous disait moi, attention, j'ai une réunion à 15h, je quitte le site, il faut que mon vélo soit prêt à 15h. Sinon, il fallait qu'effectivement, jusqu'à 17h, 18h, j'ai fini mes 20 ou 30 vélos. Moi, je me demande toujours, moi j'ai un vélo hollandais un peu compliqué, oui. Donc moi j'ai peur de confier mon vélo à un service comme ça, parce que j'ai toujours peur qu'ils n'ont pas la pièce qu'il faut et qu'il faut laisser... C'était effectivement un souci de logistique assez important, parce qu'il fallait que j'aille sur place avec un éventail de pièces détachées, de pneus, de chaînes, de cassettes, de roues libres, de câbles, donc j'ai prévu pratiquement tout ce qui peut être consommé. Et c'est... Oui, alors j'y suis allé plusieurs fois avec un triporteur à assistance électrique, et finalement les contraintes techniques et l'éventail des vélos utilisés sur le site d'Orange faisaient que j'ai dû utiliser un véhicule commercial qui était vraiment chargé entièrement à bloc pour ces opérations. Et donc là, c'était une grosse opération de logistique, de gestion des pièces, de commandes, et aussi de pouvoir alerter et dire attention à mes mécaniciens, si on ne peut pas aller au bout, il ne faut pas entamer le vélo. Parce que là, on n'avait pas la possibilité de le stocker ou de bloquer la personne. Donc ça, c'était une contrainte importante. Et un niveau de compétence et d'analyse beaucoup plus pointu à avoir pour ces mécaniciens qui étaient encore en cours de formation, pour se dire je suis à même de prendre la décision où je demande à mon patron de trancher. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, et pourquoi. Et ces mécaniciens, quel est le profil de ces mécaniciens? Est-ce que ce sont par exemple des jeunes de 18 ans qui ont fini l'école et qui disent tiens, je vais me tenter vers cette... ou est-ce que ce sont des personnes un peu plus âgées? Alors on a eu tout type de profil. On essayait dans le recrutement, c'est le principe du chantier d'insertion, c'est d'aller chercher les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi. Ça, c'est le critère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça peut être un jeune qui a fait des études mais qui n'a jamais travaillé et qui pour le coup se retrouve après avoir terminé ses études à avoir passé X années sans emploi et qui n'y croit plus. Donc il a décroché du monde de l'emploi et pour le coup, effectivement, démarrer par un chantier d'insertion, ça peut être un bon moyen de se rassurer par rapport à cette vie professionnelle et de se raccrocher au wagon. Mais ça peut être aussi des accidents de la vie plus importants, des gens qui ont eu des problèmes avec la justice, des sorties de prison, des gens qui ont des addictions, drogue, alcool, des gens qui ont des problèmes de santé, des gens comme ce presque retraité que j'ai eu dans la première équipe dont je vous parlais, qui lui a fait un burn-out avant qu'on parle du burn-out, et qui pour le coup avait une blessure et n'était pas capable d'expliquer pourquoi, après une année sabbatique, donc qu'il a eu besoin de prendre à un moment donné pour se reposer, pourquoi il n'a pas réussi à repartir.
Et cette année sabbatique s'est transformée en un arrêt de travail de 7 ans. Et effectivement, c'était compliqué d'aller repartir et d'aller justifier. Et il y avait une réelle blessure pour cette personne-là de se dire, après avoir fait une vraie carrière, de se dire, aujourd'hui, on veut plus de moi sur le marché du travail. Voilà. Et donc ça a été compliqué pour lui et il a fallu le rassurer et partir sur un autre projet. Le projet qui a été construit avec lui, c'est de se dire, ok, cette personne-là, elle n'avait pas forcément de possibilités et c'était compliqué aussi pour moi de lui faire comprendre que j'arriverais pas à le placer dans une boutique vélo. C'était dans ma première équipe, c'était le seul passionné de vélo. Il avait d'ailleurs couru contre Bernard Hinault. Il l'avait battu une fois en junior en Bretagne. Et bon, c'était pas une course extraordinaire, et donc peut-être que Bernard Hinault n'était pas non plus à fond sur cette course-là. Mais enfin, il avait quand même cette fierté. Et c'est quelqu'un qui se serait bien vu travailler, par exemple, dans une boutique vélo. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'aller chercher un mécanicien qui a une soixantaine d'années pour aller rassurer un employeur. Et donc le projet de vie qui lui a été proposé, c'était de construire sa retraite et de se rapprocher de sa région initiale qui était la Bretagne, où il a pu finalement aller s'installer, prendre des contacts dans sa région natale pour reprendre des contacts avec les clubs cyclistes, renouer des liens, aller visiter des choses. Et donc ça a été cette construction d'un projet de vie de retraite. Et donc en fait son passage au rayon vert lui a permis en fait de préparer ça. Et lui, il avait donc une passion pour le vélo. Oui. Mais donc tous les autres avaient moins de passion pour le vélo. Ah, il y en a certains qui n'avaient aucune passion pour le vélo. Et justement, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que, en étant justement mécanicien à vélo, est-ce que quelque chose s'est passé? Est-ce qu'ils ont découvert le vélo? Est-ce qu'ils ont développé une passion pour le vélo ou au moins une... Alors, j'ai eu par exemple un jeune qui s'appelle Orient, qui lui était un sportif qui faisait du combat type MMA, ce qu'on appelle le combat en cage. Lui est devenu cycliste, c'est-à-dire qu'il s'est essayé avec un vrai cyclotouriste qui avait fait 7 fois le Paris-Brest-Paris, qui courait en tant que cyclotouriste à l'SPTT. Il a été faire des sorties le dimanche matin, comme beaucoup de cyclotouristes, et donc il s'est essayé. Mais ce n'était pas non plus sa vocation première. Par contre, j'ai fait de lui un vrai mécanicien qui était compétent, qui aurait pu travailler dans n'importe quelle boutique. Et il a eu une proposition d'embauche dans une boutique, mais finalement qu'il n'a pas lui validé, accepté en tout cas, parce que c'était une proposition d'embauche en tant que vendeur plus qu'un mécanicien. Et quand on va parler de cyclable tout à l'heure, mais juste quand tu compares un peu l'ambiance avec les mécaniciens dans l'atelier Rayon Vert et dans le milieu professionnel où tu es aujourd'hui, c'est quoi la différence? Quel regard portes-tu sur ces deux univers? Alors, c'est difficile à dire en fait. C'est vrai que le Rayon Vert, on avait... Alors c'était aussi mon approche à moi. J'avais envie de faire un atelier extrêmement compétent et d'aller chercher des vélos, j'ai envie de dire exotiques. On a été par exemple préparer des Brompton, on a été faire plein de choses comme ça. Et tous les vélos compliqués étaient intéressants parce qu'ils étaient potentiellement source de cours et d'apprentissage pour mes mécaniciens. Donc moi j'étais à la fois curieux pour moi-même et pour mes mécaniciens d'aller les former complètement et à toutes les choses. Aujourd'hui dans le monde économique, dans les boutiques, on a énormément de boutiques parisiennes qui vont dire par exemple le vélo hollandais, on n'en veut pas, c'est compliqué, réparer une crevaison sur un vélo hollandais, non, il faut débrancher un tambour, il faut débrancher des vitesses dans le moyeu, l'écarter une fois sur deux, on peut casser une petite patte plastique, donc on ne veut pas y toucher. Donc il y a un équilibre économique qui est complètement différent. Alors, moi, ma démarche, elle est forcément différente avec ma casquette d'ancien mécanicien Rayon Vert. Forcément, j'ai envie de prendre tous les vélos. Et c'est... Y compris les miens. Et oui, bien sûr. Ouais, il est compliqué, oui. Donc c'est vrai que j'ai pas l'approche de tous les mécaniciens qu'on trouve en boutique. Et je me suis entouré aussi de mécaniciens qui partagent ces valeurs-là et cette envie aussi de réparer et de faire vivre les vélos. La diversité vélo. Je voulais savoir, est-ce que
Du coup, vous êtes encore dans Rayon Vert ou Non. plus du tout, d'accord. Du tout. Et eux, est-ce que Rayon Vert sont encore à la recherche justement d'aller réparer des flottes dans des entreprises à l'extérieur, ou est-ce qu'ils ont un contrat fermé avec Orange et ils en restent là, ou est-ce qu'ils le font encore? Je vais pas pouvoir m'avancer sur tout ce qu'ils vont pouvoir faire. J'ai été remplacé par un autre encadrant, par une autre personne par-dessus. Donc l'organisation change aussi avec les personnes. Chacun va apporter, j'ai envie de dire, sa patte et sa vision de ce qu'il a envie de faire et de ses propres compétences. L'équipe est tombée à 2 mécaniciens tout récemment. Ils viennent de remonter à 6. Moi, j'ai encadré une équipe jusqu'à 10 personnes. Donc voilà, le Rayon Vert est en train de passer sa transition, est en train de redémarrer sur une nouvelle équipe. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de... Vous allez les rapprocher directement. Oui, oui, c'est... Oui. Tu peux y aller demain matin Bah, en même temps que, Oui. que Ils d'aller sont faire j'y marcher vais ton demain vélo. matin justement, j'ai rendez-vous à 9h chez eux, donc je leur demanderai fera tout en directement. même temps Ok, comme ok, ça. ça marche. Question, encore dans cette émission sur France Bleu, tu parlais d'un client avec qui tu prépares un tour du monde, ou qui prépare un tour du monde à vélo, et qu'il fallait l'accompagner, il fallait réparer son vélo. Est-ce que tu te souviens de cette expérience? C'est quand même Alors, j'en ai eu plusieurs. Le premier vélo qui est sorti du Rayon Vert, c'était une jeune femme de 27 ans qui est partie faire le chemin de Compostelle. Et donc, on avait fréquemment des gens qui partaient en voyage avec souvent peu de moyens et souvent avec l'envie aussi de partir avec des vélos très simples et qui avaient besoin de monter eux-mêmes en compétence pour se sentir rassurés au bord de la route. Et ça a été le cas pour à la fois des gens qui partaient en voyage à vélo comme de sportifs. J'ai notamment aidé une jeune femme qui a démarré le triathlon à peu près 50 ans. Et bon, elle avait été championne du monde en athlétisme, donc elle avait quand même un foncier sportif à un certain niveau. Mais elle n'avait pas envie de se payer un vélo de course et de ne pas être capable de régler son vélo. Donc on a eu plein de profils de gens comme ça qui partaient sur des aventures de voyage ou des aventures sportives et qui avaient besoin effectivement de préparer leur projet. Et pour le coup, le Rayon Vert était un endroit où on avait le temps de faire les choses en dehors d'une rentabilité économique. Oui, ça doit être très différent aujourd'hui dans le magasin cyclable que tu as ouvert. J'y suis allé 2 fois en espérant trouver un moment tranquille pour discuter avec toi et ça n'est pas possible. Non. Donc je te remercie déjà d'être là, d'avoir trouvé du temps pour être avec nous parce que je sais que tu es très occupé, même en semaine. Donc voilà, j'ai pu constater avec mes propres yeux que ça marche très très bien. Je voulais parler de cette expérience. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui rêvent aussi d'ouvrir un magasin à vélo. Donc, ils sont très curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi et Patrick, ton associé. Alors, comment ça se passe quand tu ouvres un magasin? Est-ce que c'est facile? Alors déjà, je vais repartir sur la base. Je suis salarié dans ce magasin. C'est Patrick qui est porteur du projet, qui s'est reconverti, qui est venu au vélo après une carrière dans l'automobile, une carrière dans la grande distribution et qui n'était pas cycliste et qui s'est réveillé un matin avec l'envie d'ouvrir une boutique de vélo et pour le coup c'était quelqu'un qui pédalait pas, qui n'était vraiment pas cycliste, qui a été visiter pratiquement tous les magasins de la région parisienne pour voir ce que c'était qu'un magasin de vélo. Patrick est quelqu'un qui s'est senti à l'aise dans le réseau cyclable parce qu'il n'était pas destiné à des cyclistes de compétition, parce qu'il était accessible à tout le monde. Il s'est senti écouté et bien conseillé et donc il a effectivement décidé de monter une boutique avec le réseau cyclable qu'il a rencontré après et il a donc passé son diplôme de mécanicien. Et il a monté ce projet, donc on est franchisé cyclable. Donc Patrick est indépendant mais fait partie du réseau cyclable. Et pourquoi Châtenay-Malabry, qui est une commune dans le 92, comment ça se passe ce choix de ville? Patrick a énormément travaillé ce projet de création de boutique. Le choix est venu de l'emplacement. La proximité avec la coulée verte, le fait que le territoire était
vierge de magasins. On a eu un magasin, je crois que c'est Daioli, qui était à quelques centaines de mètres et qui avait fermé 5-6 ans en arrière. Donc il y avait un potentiel de par cette coulée verte. Il n'y avait pas de magasin alentour. On était encadré de magasins assez lointains, mais avec chacun une cible. On a des magasins monomarques, on a des magasins ciblés sport. Et donc c'était un choix. Et la découverte du local aussi, qui était un local avec une très belle surface, Ouais. une vitrine, un Combien de angle mètres aussi. carrés? On est sur à peu près 200 mètres carrés. Ah oui, Donc ça a été la rencontre, faire coïncider tous ces points-là qui lui ont fait effectivement se dire c'est là que je veux créer la boutique. Et donc il s'est battu pendant des mois pour avoir ce local. Ouais. Nous, on aurait bien voulu que vous soyez venu à Fontenay-Rose, mais, mais voilà. Alors il n'est pas dit qu'on n'ouvre pas une deuxième boutique dans quelques années, on va juste essayer de digérer celle-ci, la lancer. Et effectivement, ça marche très très bien, mais il faut nous-mêmes qu'on s'améliore, qu'on se stabilise et qu'on continue à servir à beaucoup de clients et que aussi qu'il y ait un peu moins de goulot d'étranglement sur certaines choses. C'est-à-dire sur... Notamment la partie atelier là aujourd'hui qui est vraiment difficile parce qu'on a, je vous dis, 240 vélos qui ont été réparés en 3 mois. C'est énorme. Et pour le coup, c'est presque une annexe du rayon vert qu'on a fait. Et Patrick s'en alarme un petit peu parce que c'est effectivement pas ça qui fait vivre une boutique. Et une boutique a besoin de vendre des vélos et aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire. Par exemple, là aujourd'hui, on a terminé on a vendu tout ce qui était gamme vélo musculaire, sportif, VTT ou route. J'en ai plus aucun en magasin. Et je n'ai pratiquement plus que soit des vélos de voyage, soit des vélos pliants ou des vélos électriques. Et donc aujourd'hui, on peut avoir des gens qui se présentent à la boutique, qui font un petit tour de la boutique et qui ne voient pas de vélo à pédaler, musculaire, de vélo sportif, et qui vont penser que ce n'est pas une adresse pour eux. Alors que c'est vraiment, moi, ma passion, et je roule avec des triathlètes à Issy-les-Moulineaux, ma passion c'est la route, j'ai envie de servir ces clients-là. On a recruté un mécanicien qui est VTTiste, Benoît, et pour le coup, lui, il va prendre cette casquette-là, donc on veut vraiment avoir Benoît qui est responsable de la partie VTT, moi qui sois responsable de la partie vélo sport, route, et Patrick de la partie vélo urbain. Et après qu'on soit effectivement compétent un peu sur tous les produits, mais qu'on ait chacun une responsabilité qui nous permette aussi de nous épanouir sur la partie boutique. Et justement, ces clients qui viennent, quelles sont les catégories de clients que vous recevez dans la boutique? Alors on a tout type de clients. On a des clients qui sont au départ pas cyclistes. On a des gens qui sont écœurés de l'automobile, qui cherchent un outil de déplacement pour se rendre au travail en gagnant du temps. Des gens qui sont écœurés des bouchons, qui sont de plus en plus à saturation, on va dire, et qui cherchent un outil de déplacement. Et donc pour ça, effectivement, on va apporter des solutions avec des vélos à assistance électrique et on va rendre beaucoup de services à ces clients qui cherchent un moyen de déplacement. D'accord. Voilà, donc ça c'est toute une partie de notre clientèle, c'est ça. Donc beaucoup de gens bloqués sur les transports qui existent, voitures. Alors, des gens effectivement qui veulent passer de la voiture au vélo. D'accord. Des gens qui veulent s'essayer au vélo, des gens qui veulent se dire effectivement je ferais bien ça à vélo, je suis pas très loin mais j'ai quand même une côte particulière qui est difficile et donc je me sens pas capable ou je veux pas arriver au travail en ayant transpiré, et donc ils vont essayer le vélo électrique à cette occasion et qui se disent si je coupe le moteur, je fais ma séance de sport en rentrant chez moi. Est-ce que c'est vrai? Ça marche? Oui, ça marche vraiment. Et on a toute une partie de notre clientèle qui, pour le coup, vont choisir des vélos qui vont avoir ce double aspect. C'est-à-dire que c'est un vélo utilitaire toute la semaine ou le matin et un vélo loisir le soir ou le week-end. On a notamment toute une gamme de vélos électriques qui se prêtent très bien à ça, qui seraient dans l'esprit, si on parle automobile, qui seraient des SUV. Et donc des vélos loisirs qui seraient des petits VTT le week-end
pour faire des balades en forêt parce qu'on en a plein autour de nous, et des vélos très efficaces la semaine qui permettent d'aller travailler dans de bonnes conditions avec des garde-boue, un porte-paquet, un bon éclairage, une assistance performante, mais un vélo qui est efficace au pédalage et qui est agréable. Et pour vous, c'est sûr à 100% que le VAE est inévitable pour la transition de la voiture au vélo? Alors non, il y a des gens qui sont tout à fait capables de le faire avec des vélos classiques. Pour la majorité des gens? Alors, pour la majorité des gens, la géographie, notre topographie avec un terrain qui est relativement plissé, c'est vrai que ça facilite énormément les choses dans la mentalité des gens. Après, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément d'expérience et personne n'a appris aux gens à faire du vélo, à utiliser ses vitesses. Et ça, c'est aussi quelque chose qui manque. C'est quelque chose, on avait eu l'occasion avec le Rayon Vert de faire par exemple une vélo-école pour des femmes adultes qui faisaient du service à la personne et on leur avait appris non seulement à faire du vélo, mais aussi à utiliser ses vitesses, à se placer sur la route, à découvrir les dangers de la route. Et donc ça, c'était un projet qu'on a réussi à faire en l'espace de 4 ans, une fois au Rayon Vert. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque par rapport à ça. Il y a un manque de culture vélo. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on va dans la grande distribution acheter un vélo, on va acheter une boîte. Bon, sans l'emballage, mais on va acheter une boîte. Et effectivement, personne ne vous a dit comment utiliser les vitesses. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais c'est en train de muter. Il y a Shimano qui a proposé des vélos à boîte de vitesse automatique, donc assistés électriquement. C'est peut-être la solution de demain pour des vélos qui sont complètement autonomes de A à Z et qui permet, c'est vraiment très efficace et qui permettrait justement de s'affranchir, d'avoir à se passer des vitesses parce que le vélo le fait pour vous et ça c'est génial. Ça va être des vélos à puissance électrique? Des VAE avec passage de vitesse auto. Donc en fait, le vélo passe automatiquement en grand pignon à l'arrière. Au fur et à mesure qu'on pédale, il descend les vitesses et après il les remonte au fur et à mesure qu'on ralentit. Et c'est super au point, c'est bluffant. Là, je pense qu'il va y avoir une vraie révolution. Est-ce que ça coûte cher? Bah, pour l'instant, ça coûte cher parce que c'est encore du. Bah, forcément, comme tout ce qui est. Il y a une recherche et développement à payer. Après, ça va se démocratiser. Donc, c'est comme tout ce qui vient de sortir. Au début, ça coûte très cher. Les premiers écrans plats coûtaient une fortune. Maintenant, ça coûte 300 € au Carrefour du Pont. On espère qu'avec les vélos, on suivra la même logique. C'est-à-dire que c'est beaucoup de recherche et développement fait par Shimano et qui va se démocratiser dans le grand public. Et quand on fait plus simple, simplement la personne qui arrive dans ta boutique, déjà, est-ce que c'est souvent une femme ou un homme? Oh, je pense qu'on a quelque chose d'assez équilibré. On a, je pense, autant d'hommes que de femmes qui vont s'équiper. Ils n'achètent pas forcément exactement les mêmes vélos. Ouais. Mais étonnamment, je pense qu'on est bien 50-50. Oui. D'accord. Et en termes de vente, parce que j'ai entendu dire que ce sont plutôt les femmes qui achètent les vélos électriques et ensuite ce sont les hommes qui l'achètent aussi parce que les hommes n'arrivent pas à suivre leurs femmes. Tu confirmes ça ou... Alors, pas forcément, non. Non. Alors moi je trouve que c'est assez équilibré. On a aujourd'hui en fait, même sur la forme des cadres, on n'a plus la distinction d'un cadre bas qui va être un vélo pour femmes et un cadre haut, un vélo pour hommes. Aujourd'hui, je vends autant de cadres qu'on va appeler open, ouverts, donc avec un enjambement bas, à des hommes qu'à des femmes. Pour plein de raisons. Ça peut être un jeune père de famille qui va mettre un siège enfant derrière et qui ne pourra pas l'enjamber par derrière. Donc on a besoin de l'enjamber par devant et du coup le cadre rabaissé va servir à un jeune père de famille d'une trentaine d'années. Ça va être le cadre dynamique qui va aller au travail en costume et qui ne veut pas prendre le risque de lever un peu trop la jambe et de déchirer le pantalon. Ou la personne un peu plus âgée qui va se dire moi je me sens plus capable de lever la jambe aussi haut. Donc non, aujourd'hui la majorité de mes ventes en vélo à assistance électrique, ça va être des cadres bas, autant pour des hommes que pour des femmes. Alors pour les femmes, j'en dire presque systématiquement, à quelques exceptions près, ça m'est arrivé de vendre quelques cadres hauts pour des femmes, mais le cadre bas est aujourd'hui devenu un peu la norme. Ça va être 70% de mes ventes, ça va être des cadres bas. Ah, d'accord. Et en termes d'électrique ou pas, est-ce que la personne se pointe dans le magasin en disant je veux un vélo électrique ou je veux un vélo musculaire, ou est-ce que la personne évolue pendant qu'elle discute avec toi? Alors, c'est vrai qu'il y a une démarche, les gens réfléchissent et les gens ont besoin, ils ont souvent comparé, ils ont souvent regardé sur internet, lu des choses à droite à gauche et après effectivement on va passer beaucoup de temps avec eux pour leur faire essayer différents types de vélos.
que ce soit par exemple entre un vélo classique et un vélo renforcé, rallongé à l'arrière, un vélo familial où on va pouvoir mettre 2 enfants, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément envisagées. Un vélo cargo avec un biporteur par exemple pour mettre 2 enfants à l'avant, c'est des choses par exemple qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, où ils ne vont pas sortir forcément capables à utiliser. Donc c'est les essais, c'est nous qui allons pousser les gens à se dire essayez, prenez le temps d'essayer. Moi au niveau technique je vais pouvoir justifier les différences d'un vélo à l'autre, expliquer les différences d'un vélo à l'autre. Mais j'ai envie de dire, enfin, on ne va pas décider pour les personnes. Et d'ailleurs, en vélo électrique, il y a des gens qui vont préférer un petit moteur moins coupleux, mais qui va être peut-être plus facile à pédaler sans le moteur, qu'on va moins sentir éventuellement, même si on le dépasse. Si on a tendance à pédaler facilement et à rouler à 30 km/h, c'est peut-être pas un vélo à assistance électrique qu'il faut, ou alors juste pour certaines côtes. Et donc, un vélo avec un petit moteur, dans certains cas, va être plus agréable pour certaines personnes que le vélo plus cher avec un plus gros moteur. Et donc en fait le discours va vraiment être intéressant avec les personnes et on y passe beaucoup de temps. C'est alors source de beaucoup de satisfaction de la part de nos clients et de beaucoup de frustration pour les gens qui attendent dans la boutique aussi. J'en étais un. Oui. Et effectivement c'est assez compliqué. Alors il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre qu'on passe une demi-heure, 1 heure à discuter avec quelqu'un, mais on va leur consacrer autant de temps derrière. J'ai presque envie de proposer comment on pourrait faire pour organiser ces discussions plus efficacement. Plutôt que tu passes à chaque fois une demi-heure avec les mêmes personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des séances où on pose ce genre de questions, où on invite des personnes qui envisagent d'acheter un vélo, par exemple, pour transporter leurs enfants, et ensuite tu peux l'expliquer d'un seul coup à ces personnes. Est-ce que tu n'as jamais pensé à ça, puisque tu le fais? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces questions, ces thématiques, par exemple, d'un vélo familial, qu'est-ce que c'est que un vélo cargo, que ce soit un vélo rallongé, renforcé, qui va ressembler entre guillemets à un vélo de la Poste, un vélo qui a été prévu vraiment pour des lourdes charges, où on a une capacité de 100 kg, où on peut mettre un adulte, où on peut mettre 2 enfants derrière, des adolescents qu'on va pouvoir emmener à l'école, ou un vélo cargo avec une benne à l'avant. Bon, ça c'est typiquement des thèmes qu'on pourrait aborder avec des réunions, avec des thématiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore, parce qu'on vient d'arriver et on n'est pas encore dans cette organisation-là. On est dans une problématique où on a besoin de faire vivre la boutique et de réassortir. Quand je vous disais que j'ai plus de vélos de route, de cyclistes sportifs, que j'ai plus de VTT, d'ailleurs qu'aussi il faut que je passe mes commandes. J'ai terminé mes ventes de vélos de l'année modèle 2018, les vélos année modèle 2019. Je dois passer mes commandes pour l'année prochaine. Donc là, je suis pas encore dans cette... Oui, mais en fait, c'est compliqué parce que c'est aussi beaucoup de stress. Une boutique, c'est, on en parlait tout à l'heure, pour les gens qui peuvent être intéressés par ce projet-là, c'est aussi énormément d'investissement en termes de travaux. C'est certainement une année pleine pour Patrick de travail, en fait, pour trouver le local, de suivre les travaux, d'investissement. On est sur une grande boutique avec énormément de stock. Donc c'est aussi une charge au niveau stress par rapport à la trésorerie qui a été avancée dans cette boutique-là, par rapport à la charge salariale aussi, d'avoir des employés, d'avoir des salaires à sortir. Et donc même si la boutique tourne bien et qu'on est rassuré, on est bien au-delà du business plan qui avait été envisagé, donc c'est très rassurant, mais on a besoin effectivement de se poser un petit peu et de construire. Donc je pense que ça effectivement veut venir. On a aussi la demande de certains clients qui aimeraient effectivement avoir des cours comme on était capable de faire au Rayon Vert. On sort un petit peu du cadre, hein. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve des partenariats qui est presque un deuxième Rayon Vert qui vienne s'installer à côté pour qu'on puisse déléguer une certaine de nos réparations, puisqu'effectivement nous on va être de moins en moins disponible pour la réparation des vélos qui viennent pas de chez nous, parce que ça a été très bien pour communiquer aussi, de se dire on prend tous les vélos en réparation, mais avec l'augmentation de mes ventes, je vais avoir besoin de conserver un maximum de créneaux pour mes propres clients et entretenir mes propres vélos. Et j'aurai de moins en moins de capacité d'accueillir des vélos qui viennent de l'extérieur, même si j'ai pas envie de laisser un client en difficulté. Et donc aujourd'hui on en est là, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient taper au carreau alors que tout est fermé depuis 1 heure ou 2 heures, on va encore lui ouvrir pour le dépanner. Mais ce sera de moins en moins possible. Moi j'avais une question vis-à-vis des tests des vélos. Puisque vous dites que vous allez faire tester des vélos avec différentes formes et différents modèles.
Est-ce que vous envisagez peut-être une approche de faire connaître vos vélos au sein d'entreprises, par exemple de ramener une flotte de 10 vélos pour vous faire de la pub et peut-être des modèles et toucher une vaste population? Ou est-ce que vous envisagez peut-être sur des thématiques de samedi matin de faire découvrir et essayer sur la Coulée Verte qui est à côté de chez vous des vélos à des gens qui les connaissent pas et qui pourraient être intéressés par un vélo type cargo ou autre, hollandais, électrique ou pas, à côté? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre scope? Alors, effectivement, en réflexion, on a ce genre de réflexion. Pour le moment, on est en difficulté par rapport à trouver du temps pour faire ce genre de choses. Il est évident que par exemple, on s'est lancé sur des achats, de ce qu'on appelle nos implantations pour l'année 2019. Avec le démarrage de la boutique qui a été fulgurant, on s'est lancé sur des achats extrêmement ambitieux. Sur certaines marques, c'est des centaines de vélos. Donc là, on est sur des montants engagés qui sont extrêmement importants et pour le coup, on se dit effectivement, peut-être que la boutique suffira pas à écouler ces vélos-là si effectivement on a des périodes creuses qu'on n'envisage pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On a démarré, c'était fin juin, on a eu un mois de juillet, on a fermé en août. Pour prendre un peu de vacances aussi. On a redémarré sur un mois de septembre qui a été extraordinaire, mais c'est toujours un gros mois le mois de septembre. C'est un peu la deuxième rentrée, puisqu'on a les gens qui vont à la rentrée se dire bah, ok, je vais partir sur cette rentrée de septembre en vélo électrique. Donc c'est toujours une période de vente qui est assez importante. Et aujourd'hui, du coup, on s'est basé sur le mois de septembre pour préparer nos commandes de vélos électriques. Donc on a deux marques, on a Moustache et Kalkoff aujourd'hui en magasin, et donc on a été très ambitieux sur le volume de vente. Ce qui veut dire qu'effectivement on se garde effectivement la possibilité d'aller chercher d'autres types de marchés en allant présenter les gammes à des entreprises pour aller proposer, faire découvrir. Aujourd'hui, on n'a clairement pas le temps de le faire dans la boutique et il faudra effectivement peut-être attendre des périodes hivernales ou le printemps, le début de printemps pour se dire effectivement on va faire des présentations en entreprise pour aller présenter soit des vélos spéciaux, soit des vélos classiques à assistance électrique qui peuvent répondre à ces demandes-là ou des vélos de voyage qui sont très adaptés aussi. Oui. Ça peut vous solliciter à Innovel Park, ils le font et on a des entreprises qui viennent présenter et ça marche vraiment bien, ils enregistrent des bonnes commandes. Est-ce que l'appartenance au réseau cyclable implique un choix de marque particulier ou est-ce qu'il y a une certaine liberté ou posé autrement, qu'est-ce qu'implique l'adhérence au réseau cyclable? Alors c'est plus quelque chose de rassurant que quelque chose de contraignant. On a aujourd'hui en fait l'obligation d'avoir un tronc commun de produits, une identité visuelle qui va faire qu'un client cyclable rentre dans une boutique et se reconnaisse dans une boutique cyclable. Donc ça c'est le tronc commun, c'est 70-80% des produits. Donc ça effectivement les marques fortes c'est avec Kalkoff, Moustache en vélo électrique. Mais c'est aussi des vélos comme Peugeot, comme Gitane, etc. Nous, on a décidé, par exemple, dans notre boutique à Châtenay, de ne travailler que deux marques pour proposer l'intégralité de ces deux marques-là avec des gammes complètes, plutôt que d'avoir des produits qui vont se recouper avec des marques comme Peugeot ou comme Gitane qui vont être finalement très proches et qui finalement vont nous éparpiller le client. Donc on a choisi un positionnement, on s'est dit on va prendre moins de marques pour les travailler plus en profondeur. Donc on a cette possibilité d'aller choisir notre stratégie au sein des marques qui sont distribuées par le réseau et on a aussi la possibilité de se dire bah, moi Alexandre j'aime faire du cyclisme de route, j'aime rouler avec des triathlètes, j'aime faire ce type de produit, donc je vais rentrer des marques qui ne sont pas forcément des marques cyclables. Donc là je me suis gardé moi un corner où je vais faire du vélo sur mesure en montage à la carte pour de la route. Je vais garder des marques sportives comme Focus. Je vais peut-être rentrer des vélos comme des Cervélos, des produits très haut de gamme. Je vais par exemple travailler les vélos Brompton, ça c'est commun, mais je ne vais pas forcément faire d'autres vélos pliants. Voilà. Donc on a une certaine latitude à rentrer des produits spécifiques et à rentrer aussi des produits auxquels nous on va croire en tant que personne ou qu'on va savoir vendre parce qu'on les connaît, on les utilise et on se reconnaît avec la vente de ces produits-là. Juste pour faire un petit focus sur ce vélo pliant, le Brompton que tu viens de mentionner,
Un grand problème, comme tu sais, des gens qui voudraient bien faire du vélo mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour le mettre. Le vélo pliant est une solution pour ça. Donc souvent, moi je réponds au standard, essayer un Brompton, c'est un bon vélo qui coûte un peu cher. Quelle est la partie du marché et est-ce que c'est une solution pour beaucoup de personnes, le Brompton? Est-ce que, par exemple, en discutant avec des personnes, que tu arrives finalement sur un Brompton? Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas forcément au Brompton comme une solution. Et typiquement, c'est assez surprenant, mais on a des personnes relativement âgées qui viennent en boutique et qui nous disent « je veux un vélo plus léger parce que j'ai du mal ». Et effectivement, ils ont des vélos qui sont à 14-15 kg, des VTC, des vélos classiques, des vélos de voyage, des vélos... Et c'est pas des personnes à qui on va forcément proposer un vélo de course à 8 kg. C'est pas... Mais par contre, le Brompton est un vélo qui est facile à enjamber, qui est léger, qui est à 10-11 kg, et finalement qui répond aussi à cette problématique d'avoir une position confortable, d'avoir un vélo qui roule efficacement. Et pour le coup, on a toute une partie de la clientèle qui n'allait pas vers ce type de vélo-là. On a fait plusieurs ventes de Brompton à des personnes qui n'auraient pas envisagé ça. Des remises en selle sur des personnes qui n'avaient pas fait de vélo depuis longtemps et qui se sentaient prisonnières avec un vélo plus grand, plus encombrant, plus imposant. C'est aussi de la psychologie, hein, des fois, dans certains cas. Et le Brompton répondait aussi à ces problématiques-là. Alors, historiquement, c'est un vélo musculaire, un vélo classique, qui a un pliage en 3 qui est vraiment très compact. Il se trouve que le vélo est en phase de test aujourd'hui en assistance électrique et il sort officiellement en 2019 en version électrique. Mais aujourd'hui, c'est un vélo mécanique. Question sur, tu parles de ces personnes qui ont besoin de cours. Nous, dans notre association, on en a parlé. Hein. Il y a des gens qui avaient dit qu'ils souhaitent apprendre à faire du vélo. Ils ont contacté toutes les écoles vélo de la région et ils sont tous blindés jusqu'à la fin de l'année. Oui. Donc, il existe clairement une demande. On l'a constaté aussi pendant une journée du vélo. Et en discutant avec des gens, ils finissent par dire en fait, on a besoin d'être accompagnés. Alors, je m'interroge, quel pourrait être le rôle des pouvoirs publics, par exemple? Parce que c'est vrai qu'en tant que magasin à vélo, on ne peut pas tout faire. Voilà, tu décris la réalité, beaucoup de choses à faire. Quel pourrait être le rôle des autorités publiques? Et est-ce que tu as aussi des exemples, par exemple, des villes où les mairies aident à mettre en place ce genre d'accompagnement ou de formation? Alors, je peux vous parler d'une société coopérative qui s'appelle Bicycled, qui est aujourd'hui à Gennevilliers, qui était à Clichy au départ. C'était un chantier d'insertion sur le même modèle que le rayon vert et ça s'est transformé en une société coopérative qui fait de la mécanique et qui recycle des vélos mais avec des mécaniciens professionnels. Et ils se sont aussi lancés sur ces séances de vélo-école. Ça demande effectivement des ressources. Ça demande effectivement d'avoir à la fois suffisamment de personnes et de trouver un équilibre économique entre je vais payer un salaire à quelqu'un pour encadrer un groupe et il faut effectivement que je puisse avoir une certaine régularité, donc je sois alimenté en nombre de personnes. Et aussi, c'est des personnes souvent qui vont vers ce type de cours, qui n'ont pas forcément les moyens, donc il faut aussi des pouvoirs publics, une aide pour trouver cet équilibre économique. Et Bicycled, dans la personne de Charlotte, ont trouvé cette possibilité et justement une aide qui a permis de trouver un équilibre par rapport à ça. Alors je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas exactement qui va l'aider à financer, mais je sais qu'elle a eu des aides qui ont... Ces moniteurs sont salariés? Alors ces moniteurs sont salariés, oui. C'est que des mécaniciens. La plupart des animateurs de vélo-école sont venus de... Justement, c'est pour ça. Ouais. Donc ils sont payés par la mairie. Alors aujourd'hui, par exemple, AICV, qui est une association qui faisait historiquement des vélos-écoles et qui est aujourd'hui un petit peu en difficulté, travaillait effectivement avec des bénévoles. Charlotte, qui était la fondatrice de Bicycled, le chantier d'insertion au départ, était avec sur le même principe que le rayon vert, donc avec des gens en insertion. Elle a récupéré le nom et donc elle est maintenant sur une société coopérative, mais avec des mécaniciens qui sont salariés et diplômés. Donc aujourd'hui, elle a une charge salariale importante puisque tous ces
salariés sont des gens qui ont le diplôme, qui sont payés, et donc il faut qu'elle trouve sa rentabilité. Son idée au départ était de se dire, ben voilà, on porte des gens, on les monte en compétences. Après, l'objectif d'un chantier d'insertion, c'est de les amener vers l'emploi. Les amener vers l'emploi, si possible dans le vélo, mais pourquoi pas ailleurs, hein, dans certains cas. Moi, j'ai eu beaucoup plus de retours à l'emploi dans d'autres domaines d'activité que le vélo, et quelques retours à l'emploi dans le domaine du vélo. Et Charlotte a effectivement réussi à monter cette activité à Gennevilliers, avec à la fois du recyclage de vélos, de la vente de vélos. Elle a trouvé un équilibre économique avec ça, et elle a aussi cette activité de vélo-école, qui aujourd'hui tourne de façon pérenne et fait partie réellement de ses activités et de son équilibre économique. Ouais, c'est une sorte de complément, de rayon vert pour faire marche, pour produire des cyclistes. C'est aussi l'étape d'après. Ouais, voilà. Ouais. C'est l'étape d'après. Et un mot aussi sur le retour des clients sur l'environnement dans lequel ils font du vélo. Est-ce qu'il y a par exemple des personnes qui achètent un vélo, qui disent tiens j'en ai assez de la voiture, je voudrais essayer le vélo, et qui achètent un vélo, vont du coup l'essayer, vont aller au travail et reviennent, et ensuite ils reviennent te voir. Qu'est-ce qu'ils te disent est-ce qu'ils sont contents d'être, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer par exemple? Alors d'une manière générale, les gens se sentent vraiment libérés par le vélo, et d'un autre côté stressés aussi par les automobilistes ou par certains aménagements qui sont des points noirs. Donc on a globalement quelque chose de très positif, avec vraiment une libération et un gain de temps qui est vraiment extrêmement important. Donc ça c'est le côté positif qui revient majoritairement. Gain de temps. Et gain de temps, beaucoup de gain de temps, beaucoup de souplesse. Et aussi effectivement ces points noirs, ces difficultés, des accidents aussi qui arrivent. On a eu le cas avec un collègue du réseau cyclable dont le mécanicien a été accidenté un jour où on a eu du côté de Gennevilliers un pont qui s'était affaissé, et un automobiliste un chauffeur de taxi qui a renversé un mécanicien. Donc oui, en fait, c'était une difficulté ponctuelle un jour où il y a eu effectivement un pont sur la Seine qui s'est un petit peu affaissé, et pour le coup des embouteillages monstres un matin et des automobilistes particulièrement énervés de leur retard. L'énervement. Donc l'énervement des automobilistes, le ras-le-bol des bouchons fait que de temps en temps on a des actes d'incivilité et un non-respect. Voilà. Donc là, on a un automobiliste qui a renversé un cycliste qui s'est retrouvé entre la vie et la mort, et qui est vraiment très très mal. Bon, voilà. Est-ce que vous avez eu, ça c'est pour la partie sécurité, et qu'est-ce qu'il en est de la partie vol des vélos? Parce que du coup, les gens qui viennent chez vous achètent quand même des vélos d'un certain standing, on va dire, d'une certaine gamme de prix. Est-ce que c'est tous des particuliers qui sont en pavillon et qui ont des garages sécurisés? Est-ce que vous avez eu beaucoup de vols dans la rue? Est-ce que vous avez connaissance, je sais pas, d'un réseau d'infra, de box, de vélos, enfin, au sujet du vol, est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est une problématique qui revient assez souvent, effectivement. C'est un frein pour les gens qui hésitent à s'équiper, à dépenser de l'argent en se disant est-ce que je vais conserver mon investissement, ou est-ce que ça va être source de problèmes à répétition. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on essaye de les conseiller aussi sur la façon d'attacher son vélo, sur comment... Quel conseil Alors les conseils, ça va être déjà l'équipement, ce qu'on va choisir. Donc systématiquement, on va leur conseiller l'antivol arrêt minute, la mâchoire sur la roue arrière, plus un deuxième équipement, un antivol sérieux qui va permettre d'attacher le vélo et la roue avant à un mobilier urbain, un point fixe. On va leur faire la démonstration au moment de la livraison du vélo, donc aussi de savoir comment ils vont le manipuler, qu'est-ce qu'il faut attacher. Je leur explique par exemple s'ils ont choisi un vélo col de cygne, que de passer un U hyper haut de gamme sur le cadre. Je leur montre qu'avec une clé Allen de 5, on enlève la direction, on fait tomber la fourche et on sort le U, que ça me prend 2 minutes. Fais attention. Voilà. Donc je leur dis, vous ne pouvez pas l'attacher à cet endroit-là, c'est pas possible. Donc ça, c'est des choses où effectivement, en tant que mécanicien,
mon expérience effectivement de pratique du vélo, on va conseiller les gens et on va les amener vers des solutions aussi. On va les conseiller sur le choix des équipements, mais aussi sur la façon d'attacher son vélo. Là aujourd'hui, je me suis équipé moi avec de quoi graver avec le numéro, le BC-code géré par la FUB. Donc là, j'attends simplement ma série de numéros que je vais acheter pour pouvoir graver les vélos que je vends de façon systématique. Voilà, donc ça c'est effectivement des choses qui sont... par les assurances comme comment ils appellent ça, les numéros RCA sur les motos et les scooters, par la FUB, c'est reconnu également si on a un numéro RCA et on a une réduction auprès de... Enfin, un numéro FUB, est-ce qu'on a une réduction auprès de l'assurance? Alors, si le vélo est assuré, est-ce que c'est assurable d'ailleurs? Alors, les vélos sont effectivement assurables. Les contrats ont été pas mal revus dans ce sens-là et aujourd'hui les enveloppes sont beaucoup plus cohérentes parce qu'effectivement aujourd'hui chacun est capable de dépenser plusieurs milliers d'euros pour s'acheter un beau vélo à assistance électrique et donc la valeur intrinsèque du vélo est remontée dans les paniers. Donc les assurances assurent un petit peu mieux. Par contre, il y a toujours en fonction notamment des différents partenaires, des assurances par exemple habitation qui vont assurer le vélo dans l'habitation avec ses annexes. Ces annexes, c'est quoi? C'est la cave ou le parking automobile. Bien souvent, on a une contre-indication sur les parties communes que peuvent être un local à vélo. Oui. Et donc, ça, je précise à mes clients lors de l'achat, vérifiez auprès de votre assurance ces clauses-là. On a eu plusieurs cas, effectivement, de clients où les vélos dans les locaux à vélo ne sont pas assurés. Oui. Donc, dans le réseau cyclable, on propose effectivement des assurances. C'est pas clairement mon métier, donc c'est pas... C'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus à gérer. En fait, ça dépend de l'assurance. Ça dépend de l'assurance. La manif est très très large. Oui. Et elle est pas regardante. Bon. Par contre, de toute façon, c'est un peu une question du passé, puisque avec l'obligation de marquage qu'il va y avoir dans la loi d'orientation des mobilités, il va y avoir un système qui va se mettre en place. Tout à fait. Et si la géolocalisation des vélos, est-ce qu'elle existe aujourd'hui? La géolocalisation sur les vélos? Alors il y a des solutions qui existent. Moi j'avais par exemple répondu il y a quelques années de ça pour une entreprise pour mettre en place une flotte en entreprise avec des puces GPS à l'intérieur des cadres qui permettaient de suivre les vélos et ça me permettait d'offrir un service de maintenance. Je proposais dans mon contrat que j'avais monté de la maintenance préventive avec une périodicité d'entretien et de la maintenance curative en disant mais votre salarié s'il est en déplacement à Paris, s'il a un pépin mécanique, il attache le vélo à un mobilier urbain, il déclenche l'incident et j'envoie un mécanicien avec la bonne pièce ou avec les pièces pour ce type de vélo-là en localisant le vélo. Donc, si ça existe, il y a différentes solutions qui existent. Voilà, c'est encore effectivement. Bien sûr. Je crois qu'il y avait une dame derrière. Oui. Il y a des questions, d'autres questions? Ouais. Attends. Il vient de poser une question. Ah, pardon. Ah, excuse-moi. On finit à demain. Ouais. Ok, Christian. Oui, c'était juste cette loi d'obligation de Non, oui. graver, Non, c'est prévu pour quand? Oui, c'est la loi d'orientation des mobilités qui va être présentée au début de l'année 2019, Isabelle, je crois. Donc, le temps. Alors après, il y aura un certain temps et tout ça. Donc, tout ça sera définitif dans un an. Comme ça, mais on est sur cette pente-là. Je veux dire, c'est aussi pour ça que bon, on peut répondre sur maintenant, mais là, il faut se situer vraiment dans cet objectif qui va changer pas mal de choses pour nous. Marie-Florence? Oui, je voudrais savoir, est-ce que ça a changé, quels sont les rapports avec les élus de Châtenay? Ils ne sont pas forcément... Comment sont les rapports avec les élus de Châtenay? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à la municipalité Châtenay? Alors, à mon niveau, je ne peux pas en dire grand-chose parce que ça, c'est plus Patrick qui est porteur du projet de la création de la boutique, qui a travaillé avec la mairie, qui les a rencontrés. Donc moi, je ne les connais pas encore. C'est vrai que je suis plutôt sur la partie technique du fonctionnement de la boutique, de l'atelier. Et pour le coup, sur cette partie-là, je suis un peu moins actif.
Et donc je peux pas répondre pour le moment. Est-ce qu'ils étaient contents d'avoir un magasin Alors, de cycle? J'ai rencontré une personne qui est en charge du développement des commerces de la ville, que j'ai vu plusieurs fois à la boutique. Effectivement, ils sont contents. D'ailleurs, au-delà de la partie vélo, la boutique qu'on a créée avec une belle vitrine plaît beaucoup, et on a eu du lèche-vitrine, comme les gens vont à Paris faire du lèche-vitrine. On a eu ça beaucoup, même avant l'ouverture du magasin. Et donc ça a créé réellement un pôle d'attraction dans la ville de Châtenay, d'avoir créé cette boutique, qui a remplacé effectivement une quincaillerie qui était beaucoup moins jolie. Voilà. Donc c'est vrai que d'avoir une vitrine éclairée, d'avoir de beaux produits en vitrine, ça nous a attiré beaucoup de monde. Une question, est-ce que tu reçois aussi des gens qui veulent développer une activité professionnelle avec le vélo, hein, en se déplaçant à vélo plutôt qu'en voiture? Alors j'ai eu le cas effectivement de plusieurs artisans qui m'ont consulté pour travailler avec le vélo. Deux cas particuliers, une femme qui est coiffeuse, qui cherchait à utiliser un de ses vélos cargo rallongés pour emmener et travailler à domicile chez ses clients. Et plus récemment, le cas d'un chirurgien vétérinaire qui travaille en déplacement systématiquement sur plein de cliniques vétérinaires, et qui sait qu'il va avoir de plus en plus de mal à travailler dans Paris, et donc qui cherche à acquérir un vélo cargo, et qui va venir essayer prochainement avec son équipement un cargo de marque française 12 pour voir si effectivement il arrive à caser tout son matériel de chirurgie canine ou enfin animalière de façon générale, pour voir si effectivement ça répond à ses besoins. Et parce que ça, c'est une grosse dépense quand même, une vélo cargo de... Alors, un vélo cargo, électrique, hein. Alors, ça dépend. Si on est sur simplement un vélo rallongé à l'arrière et renforcé, on est à peine plus cher qu'un vélo classique, et d'ailleurs dans pratiquement le même poids qu'un vélo à assistance électrique classique. On a par exemple la marque Yuba qui propose des vélos rallongés. Un Boda Boda par exemple, c'est 27 kg et ça coûte à peu près 3 000 €. Voilà. Et tu transportes dessus combien? On peut emmener 100 kg, que ce soit en personne ou en marchandises ou en matériel. 100 kg. 100 kg de charge utile. En plus, effectivement, du conducteur. Voilà, tout à fait. Surtout que c'est un vélo. Et donc, on a cette solution-là qui est vraiment, qui commence à être abordable et qui est très facile. On a aussi des vélos cargo, les 12, où là, on a une caisse à l'avant qui permet d'avoir beaucoup de chargement. Et donc là, on a effectivement des vélos qui vont démarrer un petit peu plus cher, mais qui vont répondre à deux types de demandes. Aujourd'hui, des vélos, des biporteurs à assistance électrique 12, j'en ai déjà vendu à deux jeunes femmes, deux jeunes mamans, qui sont des petites jeunes femmes de tout petits gabarits, petites, et qui se baladent sur la coulée verte et qui nous ont attiré beaucoup de curieux, qui ont elles-mêmes attiré beaucoup de sympathie de la part des passants, de la part des cyclistes, qui les voient sur ces vélos énormes et très impressionnants, et alors qu'elles sont très à l'aise. Et donc pour le coup, effectivement, c'est notre meilleure publicité. Ce bouche à oreille de nos premières clientes de vélo cargo. Voilà. Vous avez un autocollant sur les vélos? Alors pour le moment, on n'a encore rien. Mais on n'a pas le temps, mais... Ah, oui. On n'a pas le temps. C'est incroyable ce développement. Et une question aussi, parce qu'on espère avoir des magasins partout, des magasins de vélo, on les cherche déjà. Bon, on a Jeunes dans le cycle à Fontenay-Rose, c'est un atelier solidaire aussi. On aimerait bien aussi avoir un magasin par exemple. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui hésitent à ouvrir un magasin vélo? C'est important. Alors là, par exemple, Patrick, qui venait pas du domaine du vélo, est venu me chercher. C'est une rencontre qu'on a fait justement au Rayon Vert. Je l'ai rencontré au Rayon Vert. Il est venu au Rayon Vert. Il était déjà en train de travailler sur son projet, mais il savait qu'il avait passé son diplôme et qu'il n'avait pas d'expérience. Donc un diplôme, ça ne suffit pas pour avoir de la compétence. Il faut avoir quelques années d'expérience minima. C'est bien de travailler
aussi pour d'autres de voir ce que c'est. J'ai des gens qui sont passés au rayon vert que j'ai pris en stagiaire à différentes périodes, que j'ai poussé à aller faire des stages aussi dans des boutiques pour qu'ils voient ce que c'est que la réalité du marché. C'est important de découvrir le fonctionnement à l'intérieur. Et pour le coup, le conseil, ce serait ça. Ce serait même si la profession a été déréglementée il y a quelques temps, c'est d'être soi-même compétent en passant son diplôme. Et là, pour le coup, j'aurais tendance à conseiller l'INCM, qui est vraiment une école qui va former au métier de la mécanique, avec vraiment une approche métier de mécanicien de garage. Et donc là, pour le coup, des vraies compétences, où on va vraiment mettre la main à la pâte. Un très bon équipement. Ils ont ouvert une antenne à Guyancourt aussi. Donc ils étaient dans le nord de Paris, du côté de la Courneuve. Donc il y a un nouveau site qui s'est ouvert à Guyancourt. Donc premier conseil, l'INCM pour passer son diplôme, c'est quelque chose qui peut se faire soit en alternance, soit en période continue. Ça peut être aussi une reconversion qui se fait pour adultes assez vite. Donc c'est pas des études longues, c'est quelques mois de travail pour voir et découvrir cet environnement métier. Et après, effectivement, peut-être travailler dans une boutique dans un premier temps. Il y a beaucoup de demandes, ça tourne beaucoup. Donc c'est vrai que c'est important d'aller se faire la main. Moi, je sais qu'effectivement, par exemple, quand j'ai ouvert le rayon vert, j'avais une expérience des vélos de compétition. Mais je ne connaissais pas les vélos anciens et je m'en suis pris de passion et j'ai été moi-même monté en compétence sur plein de types de vélos que je ne connaissais pas. Donc la curiosité d'essayer différents types de choses et d'aller se frotter en fait effectivement à la mécanique. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, parce qu'on va bientôt clôturer Moi je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a des femmes mécaniciennes au rayon vert? Alors, au rayon vert, j'ai aidé 2 femmes. Malheureusement sur des périodes assez courtes. La première, Tatiana, je l'ai eue pendant 8 ou 9 mois. Parce qu'elle a eu un 2e enfant et donc elle a privilégié sa grossesse et sa vie de famille. Aussi parce qu'elle avait des contraintes familiales qui l'obligeaient aussi à le faire, parce qu'elle aurait pu continuer. Et j'ai eu après une cycliste qui était passionnée de vélo, qui faisait du voyage à vélo déjà, Céline, qui a rejoint le rayon vert et qui a travaillé chez nous pendant à peu près 1 année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? En ce moment, vous n'en avez pas. Alors, aujourd'hui, l'équipe vient d'être refaite, mais je crois qu'il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Alors, je le confirme, on a... j'y vais régulièrement et je peux vous dire qu'il n'y a que des hommes. Je peux faire une réponse? Abel, oui. Non, il y en a une qui est très connue que je vais bientôt interviewer, qui est auprès de Marcel sur Twitter. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, mais en particulier parce qu'il y a... rapidement, dans les ateliers vélo, les femmes se sont aperçues qu'il fallait qu'elles se réunissent entre elles, parce qu'elles n'arrivent pas elles se forment entre elles, parce que le rapport avec les hommes mécaniciens il est difficile, y compris dans des milieux progressistes et tout ça. Donc depuis peu, il y a des ateliers, dans les ateliers, des trucs non mixtes. Les hommes n'aiment pas en général d'ailleurs. Mais ça progresse et visiblement il y a pas mal de femmes qui ont envie de s'y mettre et c'est un sujet qui est à l'ordre du jour et je pense qu'il y aura petit à petit plus en plus de femmes. Oui, tu y crois aussi, cette féminisation du métier de mécanicien? Moi j'ai rencontré une mécanicienne qui travaille à Kilomètre Zéro, qui est à la fois très compétente et qui est complètement épanouie dans son métier. Moi j'ai eu du mal à attirer des femmes en tant que candidate au rayon vert. Pour le coup, nos valeurs faisaient qu'on avait envie d'aider différents types de personnes, différents types de profils, et on a été, sur l'agrément chantier d'insertion rayon vert, créer un 2e rayon vert, un rayon vert accessoire, qui nous a permis d'aider des femmes en difficulté avec l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés d'emploi dans nos sociétés sont les mêmes, voire dans certains cas peuvent être même plus sévères pour les femmes que pour les hommes. Et donc on a créé un rayon vert accessoire. Dans les métiers de la couture, on a créé, toujours en recyclant des matériaux, fabriquer par exemple des sacoches pour les vélos, fabriquer des couvre-selles, fabriquer différentes choses. Et donc on a recruté mon homologue qui venait du métier de la couture, qui a formé 2 premières couturières et il y a toute une gamme d'accessoires qui ont été développés au rayon vert pour les vélos. Voilà. Donc
Alors, ça, c'était vraiment une problématique qu'on s'était posée. Avec le recrutement qu'on avait et la difficulté qu'on avait à avoir des profils féminins. J'en ai eu 2 en l'espace de 4 ans, ce qui est effectivement très peu, surtout sur des équipes de 8 à 10 personnes que j'ai eues à certaines périodes. Alors même si aujourd'hui on est sur un effectif de 6, l'effectif de 6 il est aussi justifié parce que par les locaux, par la taille des locaux, par le fait que justement maintenant on a pallié et on est sur le même agrément qui nous permettait d'avoir plus de monde, mais on a cet atelier couture qui va fabriquer des accessoires pour les vélos. Et donc on a aujourd'hui de très belles sacoches qui sont fabriquées au rayon vert, qui recyclent des matériaux qui sont soit issus du Grand Paris avec les chantiers qu'on a avec la RATP, avec le STIF, ou des villes qui vont nous donner leurs matériaux type bâche publicitaire, ce genre de choses, et avec lesquels on va refabriquer des choses et qu'on va proposer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser à Alexandre avant de passer à table? Est-ce que le vélo de voyage est un marché en France? Alors, on a beaucoup de clients qui effectivement s'y intéressent et on a de plus en plus effectivement de gens qui fréquentent en tout cas le réseau cyclable pour ça. Donc nous, on a effectivement servi, on a notamment quand on rentre dans la boutique, la première chose qu'on voit, c'est des vélos de voyage. Et un vélo de voyage, c'est un vélo qui va être fiable, qui va être équipé en éclairage, en garde-boue, en porte-paquet, et donc qui pour le coup, au quotidien, est très pratique pour aller travailler aussi. Donc on a effectivement des gens qui envisagent les vacances à vélo, qui envisagent d'aller travailler et qui peuvent trouver une réponse avec un vélo de voyage. C'est ce qu'on appelait un vélo routier, non? Alors, pour quelle différence? Quelle est la question? Alors, on avait par exemple des catégories historiques. On avait les vélos de course qui étaient le plus léger possible, voire avec aucun support pour fixer quoi que ce soit. On les perçait même pas pour faire des œillets. C'est ce que j'ai moi là dehors, avec un vélo en acier très très fin. Après, on avait les demi-courses qui avaient un peu moins de vitesse, mais qui étaient avec des œillets pour fixer des garde-boue, pour fixer un éclairage, des choses comme ça. On avait les randonneuses. Les randonneuses étaient des vélos plutôt avec des roues 650, des ballons, des pneus un peu plus larges pour apporter plus de confort, et des vélos qui permettaient effectivement le voyage. Voilà. Les randonneuses, c'est encore des choses qu'on fabrique et qu'on continue, qui continuent à avoir une cote extraordinaire. Donc, Dernière question, ça fait un moment que tu es dans le vélo. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît tellement là-dedans pour y être toujours malgré la surcharge de travail? Alors, je pensais effectivement, en quittant le métier d'ingénieur commercial, aller retrouver une qualité de vie en me rapprochant de mes valeurs et des personnes qui en avaient besoin. Finalement, je me suis investi comme un fou pour porter le projet du rayon vert. À faire aussi des heures incroyables pour tenir tout ça, puisque j'avais toutes les casquettes, responsable d'atelier, quand les vélos n'étaient pas faits, il y avait aussi des engagements, il fallait, quand il n'y avait pas assez de donations, aller communiquer pour aller trouver et remonter le stock de vélos pour avoir des choses à proposer et des choses à vendre. Donc en tant que jeune papa, puisqu'en plus je suis jeune papa avec un petit garçon de 2 ans et une petite fille de 4 ans, finalement le rayon vert c'était pas simple, et là je me suis lancé dans une boutique en me disant là la boutique forcément elle ouvre à telle heure, elle ferme à telle heure. Je suis tranquille. Bon, non. Voilà, donc je sais pas s'il y a une solution à ça, donc, mais je pense que j'y suis allé par passion. Patrick y a été aussi par passion. C'est des choix de vie en fait, que c'est pas un business comme un autre. Autant on a des gens, éventuellement en étant un peu méchants, je veux dire qu'il y a des gens qui ont ouvert une boutique vélo sur le créneau du vélo assistance électrique comme ils auraient ouvert une boutique de cigarettes électroniques, mais c'est l'exception. Pourquoi c'est pas un business comme un autre? Parce qu'on parle effectivement de passion. Et parce que pour parler à des gens qui vont être passionnés, le business ne tiendra que si on est passionné, que si on sait entretenir les vélos. Et pour le coup, il faut avoir des compétences et aimer cet environnement-là. Il faut soi-même rouler. Je pense qu'aujourd'hui, et ça je le disais à mes mécaniciens, si vous ne roulez pas, vous ne pouvez pas apprécier le vélo que vous êtes, vous ne pouvez pas le juger. Donc
Voilà. C'est une drogue dure. Oui, c'est une drogue. C'est une drogue, ouais. Bon, merci beaucoup pour cet entretien Merci, qui aurait pu dire bravo, applaudissons-le, c'était vraiment superbe. On reste juste rappeler l'adresse du magasin. On est à 2 pas de la Coulée Verte, en face du parc de Sceaux, au 18 rue Jean Longuet. Merci beaucoup. Merci à vous. La boutique cyclable.